Bonjour, vous m'avez présenté Mireille Chaudière. Donc, à la base, je suis éducatrice sociale, comme on dit maintenant. Et puis, je vais vous parler un peu. Alors, je vais faire un petit parcours un peu historique pour vous parler un peu de mon parcours dans le domaine de l'éducation sociale et puis de mon regard en fait sur l'évolution du regard sur le handicap. Je suis très honorée d'avoir été invitée ce soir et puis de votre présence à des heures aussi tardives. J'espère donc être à la hauteur de votre intérêt, du fait que vous êtes déplacé en soirée dans la bise pour être là ce soir. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par les personnes avec une déficience intellectuelle, un peu par leur étrangeté ou leur altérité, mais pas forcément que parce que ça m'était exotique, peut-être plutôt parce que ça me renvoyait à mon propre sentiment d'altérité. Et j'ai toujours eu au fond ce sentiment profond d'une destinée humaine fondamentalement commune avec elle, et ce sentiment ne m'a toujours pas quittée. Je vais vous faire référence pendant ma conférence à quelqu'un qui nous inspire beaucoup à la Fondation de Vernon, qui est Charles Gardou, qui est anthropologue, professeur à l'Université Lumière Lyon 2, et qui s'est beaucoup intéressé à la question du handicap. Et il a cette phrase magnifique qui est « Le seul lien natif entre les hommes, c'est leur vulnérabilité ». Nous sommes tous vulnérables de la naissance jusqu'en fin de vie, et la fragilité de l'être humain modèle nos destinées. Et même si nous mettons une immense énergie à essayer de nous convaincre du contraire. Je pense que c'est ce sentiment-là qui m'a amenée à être éducatrice sociale, ce sentiment très profond de partager une destinée commune avec les personnes déficientes intellectuelles que j'ai côtoyées, et l'envie que mon entourage, que les gens autour de moi ou de la société les reconnaissent dans cette humanité. Alors j'ai fait toute ma carrière à la Fondation de Vernon, et puis je vais vous brosser un court portrait, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une présentation avec les 40 slides, mais juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est la Fondation de Vernon dans le canton de Vaud. Alors, c'est une fondation qui accueille 600 enfants et adultes qui présentent une déficience intellectuelle, des troubles envahissants du développement, des troubles du spectre de l'autisme, qui sont accueillis dans 30 lieux différents dans le canton de Vaud. Il y a 400 personnes qui les accompagnent et qui travaillent pour beaucoup à temps partiel, et ça représente 200 équivalents temps plein. Et puis un budget de 32 millions, et ces 32 millions c'est de l'argent public, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est fourni par les contribuables, maintenant les contribuables vaudois. Nous sommes une institution sans but lucratif, reconnue d'utilité publique, et nous avons été créés en 1972 par une association de parents. Et puis nous offrons des prestations vraiment du début de la vie, avec un service éducatif itinérant qui intervient parfois à la maternité, à l'annonce de la situation de handicap, jusqu'à, en passant par des classes d'enseignement spécialisées. Tous les enfants sont en externat. Et puis pour les adultes, des ateliers, des lieux de vie, des services d'accompagnement à domicile, et une maison pour personnes vieillissantes qui accompagne les gens jusqu'en fin de vie. Petite répartition au niveau du canton. Si vous connaissez le canton de Vaud, on est de Lausanne au nord vaudois et Yverdon, et puis un triangle qui va de Nyon à Cossonay. Ici, ça c'est la régionalisation scolaire qui définit en fait dans quel secteur du canton on donne nos prestations. Une des particularités de la Fondation de Vernon, c'est qu'elle intègre beaucoup des personnes qu'elle accompagne, et 56% des élèves ont un lien avec la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Alors nous avons un tiers de nos classes qui sont dans des établissements scolaires. Il s'agit de une ou plusieurs classes intégrées parmi les autres classes, ce qui permet d'avoir beaucoup de contacts avec les autres élèves et de participer et de partager un certain nombre d'activités. Et puis nous avons aussi des élèves qui sont dans des classes ordinaires et qui bénéficient de soutien pédagogique spécialisé ou d'une intégration à temps partiel. Et puis pour les adultes, 60% des adultes vivent
en dehors de l'institution, soit dans des petites maisons où vivent entre 5 et 8, des appartements communautaires, soit dans des appartements à 2 ou seuls, ou dans leur propre appartement en ville. Je vous en reparlerai pour ma conférence. Puis nous sommes certifiés, comme beaucoup d'institutions ISO et OFASAI. Et puis, comme je vous le disais, notre budget, c'est de l'argent public, avec un tiers de contribution directe des personnes via leur rente. Tout le reste, c'est nos concitoyens vaudois qui fournissent les ressources pour accompagner des personnes vulnérables. Et nous sommes certifiés EVO, qui attestent de la bonne utilisation de nos fonds. Voilà. Donc je vais vous parler un peu à partir du point de vue de la Fondation de Vernon et puis de comment elle a évolué. C'est une fondation qui a la particularité d'avoir 40 ans, 41 ans cette année. Et donc elle a vécu toutes ces évolutions et grandi avec ces changements au niveau de la façon de concevoir les personnes en situation de handicap. En 1960, alors vous avez vu tout ça si vous étiez à la conférence historique, il y a eu l'entrée en vigueur de l'assurance invalidité. Et ça a été une première révolution dans la façon dont la société s'est située par rapport au handicap. Auparavant, on est dans une logique où c'est la famille qui assure la survie de ses membres. Et lorsqu'une famille n'est plus en capacité de prendre en charge un de ses membres fragiles, c'est des individus qui, par charité, vont prendre en charge les personnes handicapées. Ils sont aussi soutenus financièrement par des mécènes qui, toujours par charité, fournissent des ressources nécessaires à la survie de personnes handicapées mentales. Parfois, c'est l'État qui intervient pour mettre à l'écart des personnes handicapées dont la conduite dérange ou risque de nuire à la collectivité en créant des asiles qui regroupent ce que certains appellent le résidu de la colère de Dieu, les fous, les déficients mentaux, les personnes aussi en rupture sociale, toutes personnes dérangeant leur public qui sont regroupées, si possible, à l'écart des villes, dans des endroits derrière des haies bien hautes pour que le public ne côtoie pas ces personnes dérangeantes. Dans tous les cas, les droits fondamentaux des personnes handicapées ne sont pas reconnus. On veille à leur survie. Parfois, on les stérilise pour éviter qu'ils se reproduisent. Parfois, ils sont traités avec bienveillance. Parfois, leur lot est de la maltraitance, oscillant entre négligence et mauvais traitement. Avec l'arrivée de l'AI, c'est vraiment une première révolution. L'idée que chacun a droit à un revenu permettant une vie décente grâce à la solidarité de tous. Il ne s'agit pas encore de la reconnaissance de l'entier des droits fondamentaux pour tous, mais c'est déjà un immense progrès. Et la Fondation de Vernon va voir le jour construit sur l'édifice de l'AI, avec l'idée pour les parents qu'enfin on reconnaissait des ressources pour leurs enfants pour vivre dignement. Donc en 1972, les parents exigent, et ils vont collecter des fonds, mais aussi manifester, écrire au Conseil d'État, que leurs enfants reçoivent l'aide nécessaire pour leur scolarité. Et comme personne ne se bouge pour créer des solutions, ils vont eux-mêmes se regrouper pour créer en 1977 des lieux de vie et de travail non loin de Lausanne. La commune leur met à disposition un terrain après de longues et infructueuses recherches dans une zone qui s'appelle une zone foraine, c'est qu'on est sur Lausanne mais très loin, derrière une zone industrielle en bordure de forêt. Donc on n'est pas encore dans une visée très intégrative. Mais enfin, ces lieux ont le mérite d'exister. À cette époque, arrivent du Québec des conceptions du handicap nouvelles et qui vont marquer la Fondation Vernon dans sa création. C'est le concept de valorisation des rôles sociaux. Cette approche s'ancre assez rapidement comme une référence à la Fondation de Vernon. La valorisation des rôles sociaux définit un principe de normalisation. Tout être humain a des rôles sociaux, il est consommateur, il est travailleur, il est
enfants, parents, citoyens. Et le fait d'avoir un handicap ne devrait pas exclure la personne de ses rôles sociaux. La normalisation vise à poser comme un standard l'exercice des rôles sociaux usuels de la norme. Ce concept de norme ne sera d'ailleurs pas toujours très bien compris dans les institutions. Et pendant une période, les intervenants seront aussi soucieux de faire respecter la normalité que de permettre aux personnes de vivre la norme des rôles sociaux. Par exemple, on portera une très grande attention pendant cette période à l'habillement, pour qu'il reflète bien l'âge de la personne, que son apparence soit la plus normale possible. Et on mettra plus l'accent sur cette apparence que sur le rôle du consommateur qui librement choisit ses achats. Mais c'est toutefois un progrès certain, puisque l'AVRS implique aussi une ouverture vers le milieu ordinaire, dans une visée déjà plus intégrative. Début des années 70, venant des États-Unis, l'Independent Living Movement, c'est un mouvement qui est issu vraiment des milieux associatifs, principalement des milieux des personnes avec un handicap physique. Il revendique le droit pour les personnes de choisir leur mode de vie, de vivre avec des aides en dehors des institutions. Et issu du même contexte, il s'accompagne de la revendication du droit à l'autodétermination. Alors, en 1977, la Fondation vient de construire son institution. Et ces idées arrivent et viennent bousculer les représentations de la mission de l'institution. Et très rapidement, ils vont imaginer qu'il faut désinstitutionnaliser. Et c'est ainsi qu'en 1981, les premiers résidents, qui étaient arrivés dans 4 ans avant, quittent l'institution. Ils quittent l'institution pour aller vivre dans des appartements en ville de Lausanne. Alors au début, c'est 2 appartements avec les éducateurs dedans dans un immeuble. Et puis on fait tout un travail de préparation du voisinage pour leur expliquer qu'on va intégrer des personnes avec une déficience intellectuelle. Enfin, à l'époque, on y avait un handicap mental. Et on se heurte à d'énormes craintes. Les gens ont peur de ces personnes différentes, peur de la violence, du danger pour les enfants. Ils expriment le besoin que les éducateurs soient des médiateurs à temps plein dans les relations avec eux. Et on ne peut pas dire que l'accueil soit vraiment très chaleureux. En fait, il y a beaucoup de représentations très stigmatisantes des personnes handicapées et elles devront fournir un énorme effort elles-mêmes pour pouvoir s'intégrer. On va par la suite, dans les années qui suivent, on peut changer de stratégie, c'est-à-dire qu'on va privilégier l'anonymat des grands ensembles, en cherchant plutôt des appartements dans des grands immeubles où les gens entrent et emménagent plutôt discrètement, vivent parmi leurs voisins, et c'est au bout de quelques mois, quand les gens se sont installés, que petit à petit les gens vont s'apercevoir qu'ils ont des voisins un peu différents. On leur rappellera, ça fait plusieurs mois qu'ils sont là, ce qui fait que l'habitude de la vie aura pris le dessus et les gens auront moins d'inquiétude que par rapport à un travail de préparation. On essaye de faire valoir alors que ce sont d'abord des voisins avant des personnes handicapées. On va aussi faire le constat qu'il y a d'autres alliés à l'intégration, c'est les commerçants qui, eux, vont assez rapidement comprendre que ce sont des clients et des consommateurs, et donc ils ont intérêt à les choyer, et qui vont être des personnes qui vont contribuer à faciliter une certaine intégration sociale. Dans ces années-là, dans les institutions, on est plutôt à viser une intégration en douceur. On a beaucoup de craintes par rapport à la société, alors on essaie de se demander comment est-ce qu'on peut faire des sorties sans trop se faire remarquer, en sortant plutôt des petits groupes pour ne pas heurter la sensibilité du public en arrivant avec des 6, 7, 8, 9 résidents. On voit qu'en fait c'est l'institution ou les personnes en situation de handicap qui font des efforts pour s'adapter et s'intégrer à une société qui n'est pas intégrative. En fait, on vit un décalage du fait que depuis une vingtaine d'années, avec l'AI, pour beaucoup de gens, le problème des personnes handicapées était résolu. Elles étaient dans des institutions. Et les gens ont perdu l'habitude
ont perdu l'habitude de côtoyer des personnes avec une différence et sont devenus moins tolérants en fait à cette différence. Il va falloir faire un mouvement, mettre de l'énergie en fait pour reconquérir une image sociale un peu différente et faire que les gens se réhabituent en fait à côtoyer des personnes dans l'altérité. Dans le même temps, il y a des critiques qui émergent face au concept de normalisation. Si au départ, il se veut une reconnaissance des droits des personnes handicapées, en accordant à tous le droit d'exercer leurs rôles sociaux, comme dans les institutions, il est souvent mal compris et mis en œuvre de façon extrêmement normalisante, avec des stratégies de conformité, voire de formatage de la personne, pour qu'elle puisse s'intégrer en devenant le plus conforme possible à ce qu'on imagine être la norme. Il y a de plus en plus de collaborateurs socio-éducatifs qui se sentent mal à l'aise avec cette approche. La tendance à vouloir normaliser par l'apparence va même aller dans certains pays comme aux États-Unis sur des recours à la chirurgie esthétique, où il y a des programmes de chirurgie esthétique pour personnes qui sont porteuses de trisomie 21, pour leur rendre une apparence normale et diminuer le regard stigmatisant. On fait le constat aussi que la valorisation des rôles sociaux se limite un peu aux rôles qui sont estimés acceptables pour les personnes déficientes intellectuelles. Le travail dans une vision plutôt tayloriste comme ça, avec une duplication de l'industrie dans les activités des ateliers protégés, où on séquence le travail. On travaille à la chaîne pour permettre à chaque personne de pouvoir avoir une activité qui lui permette de réussir. On voit aussi que le rôle de consommation, on accorde le droit à consommer, mais la citoyenneté, par exemple, n'est pas à l'ordre du jour. La vie affective, on en parle un peu. La vie sexuelle n'est pas le droit à avoir une vie affective et sexuelle n'est pas du tout acquise, et le rôle le plus valorisé dans notre société, qui est le rôle de parent, n'est pas du tout considéré comme un rôle social exerçable par des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Pour rappel, la stérilisation forcée, qui est quand même considérée comme un crime contre l'humanité, restera légale dans le canton de Vaud jusqu'en 1985. Voilà. À la Fondation Vernon, on va aller vers une pensée un peu différente dans les années 90, avec l'arrivée de la pensée systémique. Alors, on va réintégrer une vision de la personne, non pas encore dans la société comme faisant des systèmes très larges, un peu dans un réseau, ce qu'on appelle un réseau primaire, des proches, des connaissances, surtout dans son réseau familial. On va lui redonner une place dans sa famille en sortant de cette dichotomie où la personne est soit dans sa famille, soit dans l'institution, et si la famille l'a confiée à l'institution prend les relais, et la famille n'a plus rien à dire. Alors on sort au moins de cette tension-là pour dire qu'une personne, bien sûr qu'elle vit dans son lieu de vie, mais elle vit aussi une partie du temps, surtout si elle rentre les week-ends dans sa famille, elle est indépendante et dans des loyautés avec sa famille. Le fait de redonner une place plus réelle aux personnes dans leur système familial va aussi d'une certaine façon contribuer à leur redonner un bout de place dans la société. Et dans cette période, le partenariat avec les familles va donc se renforcer et on va passer d'un accompagnement séparé à un accompagnement plus en complémentarité. Ça aura l'avantage de mettre un frein au phénomène d'appropriation, considérer que la personne déficiente intellectuelle appartient à l'institution qui va faire son bonheur malgré elle, qui ont eu dans les années 90 des répercussions relativement dramatiques dans le canton de Vaud,
avec certaines institutions où il y a eu des situations de maltraitance, avec ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, où le système se met à fonctionner de manière relativement fermée, avec cette idée que les personnes leur appartiennent et qu'il n'y a pas de regard extérieur qui va permettre de questionner les pratiques, ce qui est la porte ouverte à la maltraitance. Donc par rapport à la pensée systémique va permettre de leur redonner une certaine place dans leur famille. Tout de suite derrière va arriver un autre concept au début des années 2000. C'est le concept d'autodétermination qui va à la fondation vraiment bouleverser nos pratiques. Auparavant, donc dans les années 70, je dirais 80, on est dans une notion de prise en charge. En bleu, l'éducateur est un expert, il a des connaissances, une expertise, et il est capable de définir, en fonction bien sûr des besoins de la personne, ce qui est bien pour elle. Il établit un projet d'accompagnement pour la personne et définit des objectifs. Un peu plus tard, dans les années 90, on passe à la période du partenariat, où l'éducateur se situe comme un partenaire de la personne, c'est-à-dire qu'il va la consulter, il va s'associer à elle, ils vont co-construire un projet en commun qui fait du sens pour la personne. Et puis arrive le concept d'autodétermination, où la posture de l'éducateur change. C'est-à-dire qu'il se met en position de soutien, de support, pour permettre à la personne de construire son propre projet, de trouver ses propres solutions, de définir ses priorités à partir de ses besoins, de ses désirs et de ses aspirations. Alors, il serait très prétentieux de prétendre qu'aujourd'hui, à la Fondation Vernon, l'entier des collaborateurs se retrouve dans cette posture. Vous imaginez bien que les collaborateurs qui ont commencé leur carrière dans cette posture-là, qui lui a été enseignée dans les écoles de formation, n'ont pas fait le saut et changé de posture aussi facilement que ça. Et encore aujourd'hui, nous sommes en train au quotidien de questionner comment est-ce que l'autodétermination peut être une réalité et comment est-ce que l'éducateur peut se mettre au service du développement des compétences nécessaires pour que les personnes puissent s'autodéterminer. Parce qu'il ne s'agit pas de choisir la confiture le matin. Souvent on pense que l'autodétermination égale faire des choix. Pour pouvoir faire des choix, il faut avoir certaines compétences construites qui sont d'abord la capacité à s'exprimer. Parfois c'est verbalement, parfois il faut trouver d'autres moyens de communication assistée. La capacité à concevoir qu'on puisse résoudre ses propres problèmes, le self-solving problem, une certaine estime de soi, une capacité à comprendre les enjeux de son environnement, à percevoir quelles seront les conséquences pour moi, pour les autres, de mes choix. Une capacité aussi à poser des priorités et gérer ses loyautés. Et ça change le travail de l'éducateur. C'est comment je construis ces compétences-là chez la personne que j'accompagne pour qu'elle puisse effectivement pouvoir s'autodéterminer. Ce n'est donc plus... Le travail n'est plus de développer des compétences pour permettre une intégration, pour la rendre suffisamment conforme, mais de soutenir ce processus d'empowerment pour permettre à la personne de retrouver une capacité à décider de sa vie, de choisir sa stratégie pour s'intégrer ou pas, pour se conformer ou pas aux normes, mais surtout en développant une conscience de soi, une estime qui lui permette de se réapproprier ses choix. Personne se retrouve donc acteur et auteur de sa vie, et la société n'est... Mais, pour autant, aujourd'hui, la société n'est pas devenue plus perméable ou ouverte à ces personnes autodéterminées, un coup de baguette magique. Donc, l'autodétermination va de pair avec la lutte pour la reconnaissance des droits humains.
la reconnaissance du droit à la citoyenneté, la reconnaissance des droits culturels. Il faut bien reconnaître que l'équilibre des forces n'est pas toujours en faveur des plus démunis. À la Fondation Burnand, c'est un autre concept, qui est le concept de processus de production du handicap, qui va nous apporter un certain équilibre dans notre mission, en intégrant une vision écosystémique. Vous connaissez, je ne sais pas si tout le monde connaît le processus de production du handicap. Pas tout le monde. Donc c'est un concept qui a été élaboré par Patrick Fougerolas, qui est anthropologue, qui a un doctorat en anthropologie. Il est chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale au Québec. Il est lui-même en situation de handicap parce qu'il a un handicap physique. Et il va définir, il y a quelques années, le processus de production du handicap comme étant une interaction entre des facteurs personnels, un système organique, le corps, qui est dans un état d'intégrité complète ou de déficience, des aptitudes définies par des capacités ou des incapacités, et une interaction avec un environnement. Un environnement qui peut avoir des facilitateurs, alors ça peut être des humains qui aident, mais ça peut être aussi une rampe, ça peut être un équipement sonore pour des personnes malentendantes, ou des obstacles, de se retrouver avec des escaliers, avec une absence de soutien, des ressources financières insuffisantes. Et de cette interaction-là, va découler le fait que la personne puisse réaliser ses habitudes de vie. Les habitudes de vie étant tout ce qui fait le domaine de l'activité humaine. Et on dit que si la personne exerce une pleine participation sociale, elle peut réaliser toutes ses habitudes de vie et elle a une pleine participation sociale. Et si elle ne peut pas réaliser ses habitudes de vie, elle se retrouve en situation de handicap. Donc c'est bien, et puis ça c'est le modèle du développement humain, c'est l'évolution du PPH, où vous retrouvez les facteurs personnels et les facteurs environnementaux, mais qui ont été un peu précisés entre des facteurs aussi identitaires, la culture de la personne, d'où elle vient, et puis les facteurs environnementaux qui sont soit micro, dans l'environnement direct de la personne, son environnement géographique, l'adaptation de son logement, la présence de personnes dans son réseau, la communauté environnante, les équipements, les moyens de transport public adaptés, et macro, comment la société conçoit son rôle en termes de co-responsabilité pour aider et soutenir des personnes en situation de handicap. Et toujours de cette interaction, on va retrouver la réalisation des activités courantes et des rôles sociaux pour une pleine participation sociale ou une situation de handicap. Donc c'est bien en lien avec le concept du PPH que vous retrouvez cette terminologie situation du handicap. Situation de handicap, qui est un peu aujourd'hui utilisée à toutes les sauces, parce que des fois on voit situation de handicap mental, ce qui ne veut rien dire. Parce que la situation de handicap, elle est justement la résultante de cette interaction entre l'individu et son environnement. Elle n'est pas ni mentale, ni physique, ni sensorielle. C'est vraiment un abus de langage. La situation de handicap décrit cette tension entre la capacité de réaliser les habitudes de vie, est-ce que je suis en pleine participation sociale ou en situation de handicap. Et c'est pas une coquetterie de langage, je pense que c'est vraiment un terme qui est important, et nous on insiste beaucoup à la Fondation Burnand pour utiliser ce terme partout, dans tous les textes. On a beaucoup travaillé avec dans le canton de Vaud dans le cadre de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Il y a eu beaucoup de groupes de travail pour redéfinir les rapports entre l'État et les institutions. Et on a beaucoup insisté dans tous ces groupes de travail auprès des représentants de l'État pour qu'on utilise le terme situation de handicap. Parce que chaque fois que dans un texte officiel on nomme la situation de handicap, on reconnaît
la responsabilité de la société pour diminuer cette situation de handicap. On reconnaît que la société est partie de l'environnement qui cause la situation de handicap et donc elle se doit de se donner les moyens de la réduire au maximum. Et le choix des mots qu'on utilise n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Charles Gardou qui vraiment met le doigt sur l'importance d'utiliser des mots qui ne discriminent pas, qui ne réduisent pas la personne à sa déficience. Il y a un livre que je vous recommande de Charles Gardou qui est La Société inclusive, parlons-en, qui est un petit livre qui est apparu cette année et qui fait le tour de la question. Je vous en parlerai un peu parce que je vais emprunter un peu de sa pensée pour la suite, pour vous parler de la société inclusive, mais vous trouvez ça beaucoup plus en détail, c'est très facile à lire. À la Fondation Vernon, donc, nous avons rencontré Charles Gardou il y a quelques années et il nous a beaucoup aidé à réfléchir sur la vision de la Fondation Vernon pour notre futur. Et on s'est laissé inspirer et on a intégré l'idée de la société inclusive dans notre façon de concevoir notre rôle. Et nous définissons la mission de la Fondation Vernon comme une contribution à la société inclusive. Alors bien sûr que nous ne sommes pas le moteur du changement, hein, on n'est que contributeur, on sait qu'on est parfois une goutte d'eau dans l'océan, parfois une borne, parfois un peu plus, donc on ne peut rien tout seul. Mais on se veut toujours œuvrer et contribuer à une société plus inclusive, qui favorise la participation sociale, la participation culturelle et civique et l'exercice des droits humains pour tous. Et on sait bien que la visée inclusive, c'est sans doute un objectif impossible et qu'on n'atteindra jamais, que la société parfaitement inclusive n'existera pas. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre notre énergie et faire en sorte d'avancer et que chaque pas dans la bonne direction est un pas important. Donc nous définissons le visée inclusive comme une capacité de la société à s'adapter à chacun de ses membres pour lui permettre d'exercer l'entier de ses droits, quelles que soient ses déficiences ou vulnérabilités. Et en cela, l'approche inclusive s'oppose à l'idée qu'il y ait des droits exclusifs, une exclusivité de certains droits réservés à certains privilégiés. La différence entre l'intégration et l'inclusion, c'est que l'intégration, c'est la personne différente qui va faire des efforts pour s'intégrer, pour trouver sa place, et qui va essayer, si possible, de sauter pour voir au-dessus de la barrière. Tandis que dans la visée inclusive, c'est la société qui fait de la place à la personne différente, qui s'adapte, qui s'ajuste pour garantir l'exercice des droits. Selon Charles Gardou, la société inclusive repose sur 5 piliers. Le premier axiome dit que nul n'a l'exclusivité du patrimoine social et humain. Sur les 7 milliards d'êtres humains qui peuplent notre planète, selon le rapport de l'OMS et de la Banque mondiale qui est apparu en 2011, il y a 1 milliard de personnes en situation de handicap. Une personne sur 7. C'est dû à la pauvreté, les catastrophes naturelles, les conflits armés, paradoxalement aussi l'amélioration du suivi médical qui permet l'allongement de la vie et qui donc fait qu'il y a, heureusement dans ce cas-là, plus de personnes en situation de handicap qui vivent plus longtemps, donc leur nombre augmente, explique une partie de cette augmentation. Et parmi eux, une personne sur 5
vit de très graves difficultés liées à son handicap ou à sa déficience. L'accès à l'école est loin d'être garanti pour tous, y compris dans nos sociétés. Et les déficits scolaires renforcent les difficultés d'accès au monde du travail. Et par là même, amènent un cercle de paupérisation et de précarité. Le corollaire du droit humain, c'est souvent la privation des droits humains et culturels. Donc